Si jamais tu es une femme, ça diminue avec le temps. Par contre, si jamais tu es un homme, ça reste plus ou moins constant toute ta vie. De quoi s'agit-il? Je te le dis juste après ça. Ma chère ambassadrice, mon cher ambassadeur, content de vous retrouver. Si jamais tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue pour regarder des contenus qui tournent autour de la perversion narcissique, les relations toxiques, la manipulation et bien sûr le chantage affectif. Tu veux t'en affranchir, tu veux sortir de ce cercle vicieux? Eh bien, dis-toi bien qu'il y a une pléthore de solutions que je propose. Tu n'as qu'à m'envoyer en message privé soit Mindset, soit Masterclass 3.0, soit Immersion Premium, et je me ferai un plaisir de t'envoyer ce dont tu as besoin pour pouvoir avancer dans ta situation et surtout avoir les clés pour t'en affranchir. Alors, qu'est-ce qui diminue avec le temps pour les femmes mais qui reste constant pour les hommes? Il s'agit de l'ocytocine, cette hormone de l'attachement sexuel. Effectivement, les spécialistes ont découvert que chez la femme, l'attachement sexuel, c'est-à-dire cette hormone sexuelle, diminuait avec le temps. Alors pour plusieurs raisons différentes, qui est fortement liée à la physiologie féminine, alors que celle de l'homme est plus ou moins constante. D'ailleurs, on le sait pertinemment que l'homme et la femme ne sont pas pareils sur le plan physiologique. Chez les hommes, la puberté commence beaucoup plus tard, mais se termine jamais. Il va pouvoir procréer jusqu'à la fin de sa vie. Alors, cela, bien sûr, ne va pas induire les problèmes liés à l'andropause, les problèmes d'érection et les problèmes de prostate. On est d'accord, il aura des soucis à ce niveau-là, mais n'empêche que tous les hommes ne sont pas pareils, et dans la grande majorité, un homme pourra procréer jusqu'à la fin de sa vie. Alors que pour les femmes, ça commence beaucoup plus tôt, la puberté, mais par contre, ça se termine également beaucoup plus tôt, ce qu'on appelle la ménopause. Aux alentours, pareil, là, il y a une moyenne qui est autour des 50 ans, mais chez certaines femmes qui ont des soucis, souvent psycho-émotionnels, ça s'arrête avant. Donc bien sûr, c'est pas normal d'avoir une ménopause à 30 ans, mais pour les plus chanceuses, elles peuvent continuer à procréer jusqu'à 60, certaines 70 ans. Tout dépend de la culture, tout dépend du mode de vie, tout dépend du background, du data génétique qui va faire bénéficier bien sûr ce genre de situation pour ces femmes-là. Tout est une question de stimulation. Si on a un organe génital mais qu'on ne le stimule plus arrivé à un certain âge pour des raisons éthiques, personnelles, avec notre vision de la vie et du monde, c'est sûr que moins on sollicite quelque chose, moins il nous sera utile et plus il aura tendance à ne plus fonctionner de la même façon. Plus une personne prenant de l'âge, homme ou femme, continue à stimuler son organe génital pour avoir des rapports sexuels, forcément, pendant très longtemps, déjà la libido sera maintenue, mais en plus le désir de peut-être procréer et de maintenir cette tendance se fera dans le temps. Et là, je le dis surtout par rapport aux femmes, parce que pour les hommes, bien sûr, c'est une tendance dans la majorité qui est, quoi qu'il arrive, effective. Outre le phénomène physiologique, 3 éléments viennent se rattacher à cette diminution d'ocytocine chez la femme. La première, elle est d'ordre hormono-symbolique, hormono-émotionnel, psychologique, à savoir qu'une femme qui a été réalisée dans sa vie, naturellement, éprouvera moins le besoin de reproduire cet accomplissement. Alors, de quoi il s'agit quand je parle d'accomplissement? Une femme a besoin de se sentir désirée, courtisée. On lui fasse des propositions
de fréquentation, de fiançailles, de mariage. Toutes ces choses sont symboliquement très importantes pour une femme, tout simplement parce que ça la met en valeur. Si elle obtient ces choses et que ça s'est passé de la bonne façon avec la personne qu'elle aimait et la personne qu'elle voulait, c'est déjà une première réalisation. Donc elle va devenir, si tu veux, en quelque sorte, maîtresse, amante, femme. Elle va donner raison à cela par l'utilisation de ses organes génitaux, en se faisant plaisir, en prenant du plaisir avec son homme, et l'homme de l'autre côté, pareil. Elle sera la maîtresse de son homme, de son mari. Elle va faire des folies de son corps, tout comme son propre mari. Mais ensuite viendra ce qui doit arriver, forcément. Elle va avoir des grossesses, une ou plusieurs, et ça va faire d'elle une personne qui va passer de statut de femme, maîtresse, à femme, maman, qui va materner. Et ça, bien sûr, ce déclenchement se fait au moment de l'accouchement, au moment où l'enfant passe la paroi vaginale. Il y a une sécrétion hormonale qui va permettre à la femme qui est complètement inexpérimentée dans le domaine de la maternité de le devenir à ce moment-là par un espèce d'attachement lié, cette symbiose qu'elle va faire naître avec son enfant dans ce besoin de protection, de sécurité et surtout nourricier. Voilà pour quelle raison ça aura tendance à jouer sur l'attachement sexuel qu'elle peut avoir en temps normal, qu'elle aura pu avoir en temps normal avant de porter l'enfant. Donc ce sont deux hormones qui vont s'opposer. L'ocytocine qui va diminuer pour laisser place à l'hormone de la maternité. Donc forcément, ça va induire des rapports un peu plus difficiles et un petit peu plus compliqués, un peu plus tendus. Et c'est ce que vivent la plupart des couples. Lorsque la maman est en grossesse et accouche, le désir de continuer d'avoir un attachement sexuel ou des rapports sexuels, une libido importante, va fortement diminuer. Mais l'homme, lui, ça n'a pas diminué pour lui. C'est pour ça que la plupart du temps, dans cette phase de vie d'un jeune couple, ayant un futur bébé, ou en ayant un bébé qui est déjà né, il y a fortement des adultères, malheureusement. Parce que tout simplement, il y a un dysfonctionnement au niveau du besoin et de la demande, autant chez la femme que chez l'homme, mais qui pour lequel la demande est restée identique. Donc tu l'as compris, ce premier événement chez la femme, du fait de procréer, de porter un enfant, d'avoir toute cette cascade d'hormones qui va naître en elle pour pouvoir concevoir cet enfant, fait que l'ocytocine aura tendance à régresser. Voilà pour quelle raison souvent ce conseil est donné dans le couple, pour les femmes, de continuer d'essayer d'être la femme maîtresse vis-à-vis de son homme pour éviter justement la frustration sexuelle chez l'homme et surtout d'éviter qu'il y ait des adultères souvent dans cette phase de vie des jeunes couples. En ce sens-là, la femme est accomplie parce que quelque part elle est accomplie dans toutes les phases de ce qu'une femme est potentiellement capable de devenir de son vivant. Une femme courtisée, mariée, avec qui on va pouvoir faire défouler notre corps sitôt qu'on a fait comprendre quel était notre attachement sexuel, si elle a trouvé le partenaire, et sitôt fait, procréer. Dans toutes les phases de sa vie, la femme, elle est accomplie. Il ne lui manquera plus, bien sûr, que d'élever ses enfants, de les amener à maturité, enfance, adolescence, âge adulte, pour que finalement, lorsqu'elle regardera derrière, elle se dira, je suis réalisée parce que j'ai eu toutes ces choses. Et même s'il lui venait malheureusement à perdre ces choses, soit un mari défunt, elle devient veuve malheureusement dans son jeune âge, le fait d'avoir eu un ou plusieurs enfants, c'est comme si elle était missionnée et comme si elle continuait d'être concentrée dans un rôle proprement dit. Voilà pour quelle raison l'attachement sexuel diminue chez la femme par rapport à ces phénomènes. Alors que chez l'homme, même s'il procrée, même s'il devient papa, son désir sexuel reste constant. Le deuxième élément qui va amener cette
ocytocine a diminué avec le temps, bah forcément, c'est le fait d'arriver aux abords de la ménopause. La femme aura cette tendance à arriver aux alentours d'une quarantaine, cinquantaine d'années, à voir son taux d'hormones d'œstrogène fortement diminué. Et ces vases communicants entre l'œstrogène et la progestérone ne se fera plus. D'où les symptômes connus au moment de la ménopause. Donc cette forte diminution, ce qu'on appelle l'œstrogénie, chez la femme au moment de la ménopause, va amener une dérégulation de la progestérone qui aura tendance à être trop présent dans le sang, dans le corps de la femme, ce qui va créer ces déséquilibres parce que lui, il aura besoin d'un compensateur, parce que chaque hormone a forcément son contraire. C'est comme le plus et le moins. C'est comme la lumière et l'obscurité. C'est comme l'homme et la femme. Il y a toujours une chose et son contraire. Et dans le monde des hormones, ça fonctionne exactement de la même façon. Et là, la femme va être privée du contraire de la progestérone. Et ce trop-plein de progestérone va occasionner chez elle forcément un déséquilibre, une dérégulation de beaucoup de transmissions hormonales dans le corps, de neurotransmetteurs également, qui vont porter des messages qui ne seront pas en adéquation avec l'équilibre hormonal chez la femme. Et d'où, bien sûr, cette diminution d'ocytocine chez la femme. Voilà pour quelle raison souvent la libido chez les femmes arrivée à un certain âge diminue. Alors que celui des hommes, non. Une fois de plus, l'homme prend de l'âge et j'ai presque envie de dire que plus il prend de l'âge, plus son attachement sexuel et son désir sexuel se maintient et se renforce. Alors que souvent, chez la femme, ce n'est pas le cas. D'où, une fois de plus, une tendance à l'adultère, une tendance malheureusement à vouloir aller ailleurs parce que le contentement et la divergence des besoins sexuels et de la libido n'est plus la même comme ça a pu être fut une époque avec sa partenaire. Ceci dit, heureusement que c'est une moyenne tout cela, c'est pas quelque chose qui est à prendre au pied de la lettre. Il existe également des femmes qui ont su garder une certaine libido, qui l'ont entretenue, et passé un certain âge, elles ont malgré tout quand même des besoins et des désirs sexuels. Mais bien sûr, le but, c'est de maintenir cela comme une pratique qui va permettre justement de donner goût, de donner l'envie, cette libido, de perdurer, même avec l'âge, même avec la ménopause. Le troisième élément qui vient s'accumuler avec cette tendance physiologique chez les femmes, il est d'ordre sentimental. Alors, de quel ordre faut-il prendre cet élément-là? Tout simplement, lorsqu'une jeune fille tombe amoureuse, son taux d'ocytocine est très élevé. Je dis bien une jeune fille, parce qu'elle ne connaît pas, c'est la première fois. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que la première fois chez une femme est très important. Une jeune fille sera marquée à vie par son premier rapport sexuel, également par son premier amoureux. Et si ce premier amoureux devient son premier partenaire sexuel, ça va avoir une importance très élevée chez la femme. Et donc du coup, l'attachement sexuel, le taux d'ocytocine sera très élevé. Mais ça ne veut pas dire que ce premier partenaire restera toute sa vie. Parce que souvent, c'est son premier partenaire, mais elle était jeune, c'était la découverte, mais elle se mettra en ménage avec une autre personne. Eh bien, le taux d'ocytocine pour cette prochaine personne, pour ce prochain partenaire, ne sera pas le même que pour le premier. Alors que chez l'homme, le taux d'ocytocine demeure assez constant, que ce soit la toute première, lorsqu'il est jeune homme, lorsque c'est la deuxième, la troisième, ou celle qui va devenir sa femme, ou sa deuxième ou troisième femme, le taux d'ocytocine reste constant. Cela s'explique par le fait que la psychologie chez l'homme et chez la femme n'est pas le même. De par déjà cette différence physiologique du fait que chez la femme, ça s'arrête plus tôt que chez l'homme, alors que chez l'homme, ça dure toute sa vie. Et cette grande différence s'explique en elle-même, en ce sens que l'homme, s'il doit refaire sa vie plusieurs fois, il aura ce besoin de satisfaire, d'aider, d'entourer, de protection,
de donner systématiquement quelque chose à la femme. Que ce soit sa première, sa deuxième, sa troisième, sa énième partenaire, il aura ce besoin de constamment donner à la femme et d'être attaché à elle sur le plan sexuel parce que ça fait partie des besoins fondamentaux chez l'homme. Alors que chez la femme, à partir du moment où elle ne peut plus procréer comme au premier temps et que surtout elle a été accomplie ou qu'elle est tombée sur l'homme de sa vie, elle ne donnera plus son cœur de la même manière à un prochain homme. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'aimera pas son énième partenaire, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais pose la question aux femmes qui sont concernées, qui ont eu plusieurs partenaires dans leur vie ou qui ont eu un premier mari, peut-être voir un deuxième, pose-leur la question et dis-leur concrètement, est-ce que tu as aimé de la même manière le premier et le deuxième? Tu verras la différence. Pas qu'elle aimera moins le deuxième, mais ça ne sera pas le même attachement sexuel, la même implication, les mêmes attentes, la même fougue, la même, j'ai envie de dire, insouciance qu'une jeune fille, une jeune femme aura pu ressentir et vivre dans sa vie, tout simplement. Alors qu'arrivée à un âge mature, la femme a des attentes différentes et elle sait exactement ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Donc, son exigence vis-à-vis du deuxième partenaire, voire du énième, sera élevée, ne sera pas le même. Il n'y aura pas une part d'ombre, genre ben, on verra bien où la vie nous mènera. Non, moi j'ai besoin de ça, et l'homme, il est, voilà, s'il ne s'y plie pas, ben, il n'aura pas ce dont il a besoin lui en retour dans son rapport homme-femme. Et donc voilà pour quelle raison. Pour des raisons sentimentales, le premier a souvent toujours un petit peu plus de valeur chez la femme lorsqu'elle est tombée amoureuse et lorsqu'elle a fait sa vie avec cet homme-là que les suivants. J'espère que tu as apprécié cette capsule. Si jamais tu veux en apprendre davantage sur ta situation, sur ta propre vie, n'hésite pas à me mettre en message privé quel genre d'approche et d'aide tu veux recevoir. Je me ferai un plaisir de t'envoyer les liens si toutefois il existe des liens dans cette dynamique. Et si jamais tu veux une immersion premium, eh bien fais-le moi savoir également en message privé pour que je puisse te dire comment ça va se passer, pour savoir comment tu pourras t'affranchir définitivement de ce qui t'empêche d'avancer dans ta vie en 30 jours seulement avec la compagnie de ma collaboratrice Marie-Noël. Merci encore de m'avoir suivi, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tout ce que je raconte. Le but, c'est pas de me faire entendre raison, ni de partager forcément la même vision que ceux qui m'écoutent. En tout cas, ça peut t'apporter une vision différente. Sache que tout ce que je peux te dire est sujet à réflexion, à recherche et surtout écoute d'autres spécialistes pour m'en faire moi-même mon point de vue et de dire ce qui est. Voilà. Merci beaucoup une fois de plus. Je te dis à la prochaine capsule. Au revoir.